Éric Latour est natif de Saint-Jean et y habite depuis toujours. Dès 1988, il a travaillé dans les médias comme journaliste, recherchiste, entre autres pour Gilles Proulx et Paul Arcand, animateur radio et télé. Depuis 20 ans, il est gestionnaire dans son industrie pour mener à bien plusieurs projets nécessitant un leadership rassembleur. Impliqué dans plusieurs conseils d'administration, M. Latour carbure au projet et au changement. Cette année, il choisit de s'investir à fond dans sa communauté en se présentant aux élections municipales afin d'accéder à la mairie. Il nous fait le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Éric Latour pour connaître l'homme derrière la personnalité publique. Donc, bienvenue. Bienvenue. Bien sûr, c'est le bon endroit pour ça. Merci d'avoir beaucoup. accepté. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait tout drôle pour moi parce que je disais à Manon un peu plus tôt, l'année passée, tu permets qu'on te oui. C'est toi qui me recevais en entrevue. Et là, cette année, c'est moi. J'adore ça, moi. J'adore ça. C'est bon, parfait. Hey, merci. Parce que là, l'objectif ce soir, ça va être Jeannette veut savoir. On veut pas, oui, c'est sûr qu'on va probablement déborder un peu dans la politique, on va y aller certainement un peu, mais on veut quand même découvrir Éric Latour. C'est qui? Un gars de Saint-Jean. Oui. Depuis toujours? Depuis toujours. En fait, c'est moi, j'ai toujours eu beaucoup d'importance pour la famille. Parce que la famille Latour est à Saint-Jean depuis 200 ans en continuité, là. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, on recule jusqu'aux alentours des années 1830. Un bâtiment, pour moi, qui est emblématique à Saint-Jean, c'est le 384 Champlain, près de Saint-Joseph, parce que c'était la maison de ma grand-mère, mais de mon grand-père que moi j'ai jamais connu, parce qu'il est mort, évidemment, avant que je vienne au monde. Puis mon père est né sur Saint-Joseph, ma mère est née dans le bout de la rue de Notre-Dame, donc mes parents viennent du quartier Notre-Dame Auxiliatrice. La famille de ma mère venait originalement d'Iberville et de Marieville, mais la famille de mon père, la famille Latour, a toujours habité Saint-Jean. Puis ce bâtiment-là, le 384 Champlain, qui était une des plus vieilles maisons de Saint-Jean, a été, semble-t-il, un hôpital militaire à une autre époque, acheté par un certain Charles Latour, qui lui arrivait de Saint-Pie et de Saint-Hyacinthe. Mais tu sais, quand on recule, parce qu'on a fait faire l'arbre généalogique, tu sais, les premiers Latour sont arrivés au Québec en 1610, évidemment, à Québec. Puis après ça a déboulé à Saint-Hyacinthe puis à Saint-Jean. Donc pour moi, la généalogie, puis tu sais, souvent le monde ils me disent à Saint-Jean, Éric, pourquoi il y a une rue qui s'appelle Latour? Ouais. Ben c'est pas. Puis la rue, elle part du bord de l'eau, elle part du canal, puis elle s'en va quasiment jusqu'à Saint-Luc. Pourquoi? Okay. Parce que à une époque assez lointaine, c'était des terres agricoles qui appartenaient aux Latour. Ah. Tout simplement. OK. On est une vieille famille de Saint-Jean. Donc, grandi à Saint-Jean, demeure toujours à Saint-Jean. Si on revient à une question qu'on a posée à un autre candidat, est-ce que les Iberville, Saint-Luc, Saint-Jean, y a-t-il un quartier qui serait mieux? Ben, moi, en fait, moi, je suis un petit gars de Saint-Gérard. Je suis né, là, dans le bout des rues Lanier, Maisonneuve, Rémiard, Sabourin. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, moi j'habite aux limites de l'Acadie, dans le quartier NDL, dans le Haut-Saint-Jacques. Okay. Mais en fait, c'est aujourd'hui, d'ailleurs, si on parle de politique, c'est le même district. C'est très drôle parce que je suis né dans le 6 et j'habite toujours dans le 6. Ah, c'est vrai. Mais pas à la même place. OK. Fait que finalement, il y a un sentiment d'appartenance qui est bien ancré à cet endroit-là. OK. Puis Éric, qui a été journaliste, on a vu, animateur, gestionnaire dans plein de choses. Ça, c'est venu comment, là? Si on retourne là, vraiment à Éric, là, il est à l'école. C'est un accident. C'est un accident de parcours. OK. C'est vraiment un accident de parcours parce que, à l'origine, moi, quand j'étais, ça a frappé très fort parce que, quand j'étais au primaire ou au secondaire, moi, j'étais dans la musique. J'étais musicien. Moi, on a vu ça, clavier. J'ai eu des cours d'orgue, 2 claviers, 13 pédales à partir de l'âge de 7-8 ans. Puis à partir de l'âge de 12-13 ans, moi, j'allais à l'école Sainte-Jeanne d'Arc, qui est en face du McDonald's, qui est la relève aujourd'hui. Puis à l'arrière, c'était l'église Saint-Gérard. Puis moi, je tripais sur les orgues à tuyaux. Et j'avais dit au curé de l'époque, qui s'appelait Chagnon, j'avais dit, est-ce que je peux aller me pratiquer? Et là, il m'avait dit, Éric, il dit, quand tu termines l'école, j'avais 11-12 ans, il dit, je te donne les clés pour que tu aies pratiqué entre 3h et 6h le soir, à une condition,
faut que tu me fasses mes messes la fin de semaine. Donc, moi, j'ai joué de l'orgue la messe du samedi à 17h, le dimanche à 9h et le dimanche à 11h. Donc, je me faisais... quand même. C'était ça le deal. C'est 3 messes par semaine, puis je te donne les clés pour que tu puisses utiliser l'orgue de l'église Saint-Gérard. Puis après ça, moi, j'ai fait des funérailles, j'ai fait des mariages, j'ai fait des chorales du 24 ici à la cathédrale. J'ai fait le mariage de mon cousin Jean-Pierre à l'église Saint-Athanas à Iberville. Donc, j'ai joué de l'orgue. J'ai même vendu des claviers pour la compagnie Yamaha. Je travaillais au magasin Sears à Saint-Jean. Puis je l'ai fait au Mail Champlain. Après, puis le fait de jouer de la musique dans ces années-là m'a amené comme étant l'organiste officiel de la CLIC, la Ligue d'impro, ce que j'ai fait pendant 5 ans. Puis dans ces années-là, on se promenait dans 5 bars, le National, le Barlu, le Merlin, le Chalet Suisse, puis là, j'en oublie un là-dedans. Le Chalet Suisse, mon Dieu. On remonte loin, puis puis une année après, je suis devenu l'organiste en chef des Castors et des Lynx de Saint-Jean au hockey junior, au Colisée Isabelle Brasseur de 1988 à 93. Puis le fait de vendre des claviers Yamaha a fait en sorte que pendant 6 ans de ma vie, j'ai donné des cours de clavier, moi, à au moins 50 à 60 personnes. Donc, et tout ça pendant que je faisais mon secondaire, là. Ben, c'est ça, j'allais dire, là. On avait quel âge à cette époque-là? Ben, fait que là, vous étiez au secondaire. 16, fait que travail pour Yamaha, vend des claviers, joue de l'orgue. Moi, c'était comme là, si... on n'est pas inscrit au cégep encore. Non, mais c'était pas, c'est bizarre à dire, hein, mais c'est comme si l'école, puis j'avais du plaisir à l'école. Puis d'ailleurs, mon prof de musique est décédé il y a pas longtemps, Gilles Leroy, parce que, évidemment, à l'école, je pouvais pas vraiment jouer d'orgue, donc j'ai découvert le saxophone baryton. Parce que le saxophone baryton, tu le joues avec la clé de sol et non pas la clé de fa, parce que ça me mélangeait de modeler les deux clés. Mais tu joues des partitions de basse. Parce que moi, un vieux rêve que j'avais, c'était de jouer de la basse. Mais finalement, les partitions de basse, je les jouais en saxophone baryton. Puis, ce qui était très drôle quand j'allais à la polyvalente Armand Racicot, moi, je voulais faire à la fois de l'art dramatique et de la musique. Mais, tu sais, dans le temps, c'était les horaires de 9 jours. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui. Ce qui fait que si tu as juste un élève dans l'école, si tu as juste un élève qui a l'art dramatique pas la musique, les horaires marchent pas. Donc, Gilles Roy s'était arrangé avec René Harvey, ce qui fait que j'ai sauté de la secondaire 3, secondaire 5 en musique, puis techniquement, dans l'horaire, j'étais inscrit en art dramatique en 4, mais j'ai fait les 2 cours, moitié-moitié, 4 et 5. OK. Mais, fait qu'on avait une âme d'artiste. Forcément, oui. Donc, mais un artiste pragmatique. D'accord. Donc, est-ce que ça faisait en sorte qu'on voulait aller faire des études supérieures? Moi, j'étais inscrit à l'école Vincent d'Indy à Montréal, en orgue classique. Oui. J'étais inscrit, je suis allé visiter l'école, j'ai fait, c'est sombre ici. C'était très religieux. Bon, ma fille qui m'appelle, probablement pour me présenter son petit-fils. Mon petit-fils, en fait, son fils. Je vais le rappeler tantôt. Mais, fait que j'étais inscrit à Vincent d'Indy, mais j'ai trouvé ça un peu j'ai trouvé ça très austère. Comme ambiance. Et à cette époque-là, mon frère, lui, commençait à faire de la radio. Ça m'intriguait. Et finalement, j'ai pris une année sabbatique pour découvrir c'était quoi la radio. J'en ai fait même bénévolement pendant presque 1 an. Puis finalement, je suis resté dans ce domaine-là pendant 37 ans. OK, donc on a commencé pour aller rejoindre le frère et finalement, on est resté... Au début, là, je faisais les chroniques de circulation. Ici, ça, à Saint-Jean? À CHRS Radio Soleil, ça, c'est avant Z104. C'est avant Boom. C'est avant O, là. Oui, mais oui, parce que je connais pas. Pourtant, j'ai pas 92 ans, là. J'ai 54 ans. Mais moi, à cet âge-là, donc, le studio était au 929 Séminaire, en face de l'hôpital. Oui. Puis, où il faisait aussi froid dans le studio que dehors. C'était pas très bien isolé, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais bref, fait que j'ai fait les chroniques de circulation. Après ça, dans le jour, je m'emmerdais. Donc, je suivais les faits divers. J'avais des... Faut pas le dire, mais j'avais des scanners de police. J'écoutais les fréquences. Des fois, j'arrivais avant les policiers ou les pompiers. C'était louche, même des fois, là. Tu dis, coudonc, comment ça fait que le journaliste est arrivé avant? T'avais des scoops avant. J'avais des scoops. Puis, après ça, j'allais au palais de justice suivre les causes des personnes que j'avais vues arrêter. Ouais. Puis, fait que c'était une enfilade comme ça pendant plusieurs années. Il y avait un intérêt là, certain qui était là justement pour tout ce qui était différent au final. Dans ces années-là, moi, je me suis ami avec 2 journalistes, un de la presse, un du Journal de Montréal, Pierre Richard, Pierre Bellemare, qui couvraient le palais de Saint-Jean des fois. Puis le midi, ça se passait au Merlin. Malheureusement, ça s'est détruit aujourd'hui. Puis là, il disait, hey, Éric, dis donc, on peut pas toujours être à Saint-Jean. Tu peux-tu nous filer un peu de nouvelles? C'était à l'époque aussi de Claude Poirier, de Gaétan Giroir, de Benoît Johnson, que j'ai connu dans ces années-là, qui était pour moi Richard Desmarais, qui était assez cassé. Donc, c'était des gens que je côtoyais dans ces années-là. Puis c'est là que j'ai commencé à faire un peu de presse canadienne. Je suis rentré comme journaliste surnuméraire à CJMS 1280,
OK. Puis c'était très drôle parce que moi, j'étais tout nerveux. J'appelle le directeur de l'époque qui est décédé aujourd'hui, Philippe Chatillon. J'ai dit, Monsieur Chatillon, j'aimerais ça. Voulez-vous que je vous envoie mon CV et ma cassette, ma démo? Il m'a dit, et il m'a dit, non, et j'ai pas le temps de ça. J'ai une question à te poser. Il dit, t'es-tu capable de faire la job? Ben oui. Il dit, oui. Il dit, OK, t'es embauché. Puis il dit, si t'es mauvais, on te rappellera plus. Et c'est comme ça que j'ai été embauché à la radio à Montréal. Puis un des premiers événements que j'ai couvert, il y avait une prise d'otage dans la SAQ, qui était aussi en face de l'hôpital à l'époque. Il y avait un périmètre de sécurité et tout ça. Puis moi, j'étais très, très, très nerveux. J'envoyais mon reportage. C'était les premiers cellulaires, là, des grosses batteries, 3 watts et tout ça. Bon, Et j'ai commencé à faire du reportage. Puis l'année suivante, après, en 95, je suis rentré à CKC comme journaliste. Puis après ça, comme recherchiste pour Jean Lapierre, Gilles Proulx, André Hens, Jean Cournoyer. Je les ai tout fait. Okay. J'ai fait après ça de l'animation jusqu'à 2005, où là, il y a eu des transactions entre Astral et Chorus. Et c'est là, à 34 ans, où je suis devenu directeur de l'information pour le Québec. OK. Mon patron était parti en maladie. On m'a demandé de le remplacer. Finalement, il est revenu, mais pas très longtemps. Puis on m'a dit, écoute, Éric, peux-tu continuer? C'est comme ça. C'est des concours de circonstances. Des circonstances qui ont fait en sorte. Ouais. Puis si on pose la question à Éric, est-ce que Éric a été heureux à travers ça, même si c'était pas le parcours qu'il aurait pensé, parce que finalement, c'est un gros accident, comme on disait au début. Moi, ce qui me drive, c'est l'adrénaline. OK. Tu sais, gérer le day-to-day, je le dis, je trouve ça horrible. Tu sais, quand tu es gestionnaire, faut que tu gères évidemment les payes, les horaires. Bon, c'est correct, puis il faut le faire. Mais moi, ce qui me drive, c'est les projets. Puis quand je suis rentré chez Astral à 34-35 ans comme patron, il fallait monter de toutes pièces une salle de nouvelles qui n'existait pas. Donc, j'ai installé, moi, dans le fond, à peu près 40 journalistes dans 21 stations de radio dans une douzaine de villes au Québec. Puis après ça, Astral a acheté des stations au Canada anglais. On m'a demandé de faire la même chose dans 52 autres stations de radio au Canada anglais, ce qui m'a mené jusqu'à 2011-2012. Après, Astral a été vendu à Bell. J'ai continué mon aventure chez Bell Media et j'ai fini mes 8 dernières années ici à Saint-Jean, à la direction générale de Boom Saint-Jean et Boom Saint-Hyacinthe. Fait que tu sais, c'est un parcours assez shrinké là, de 37 années de médias, mais c'est fascinant puis c'est drôle parce que quand Bell a vendu les stations l'année passée, je me suis dit, bon, est-ce que je continue dans les médias? Est-ce que je retourne travailler à Montréal? Je l'ai fait 22 ans. Mais là, quand ça fait 8 ans que tu travailles à Saint-Jean, tu t'ennuies pas trop des ponts. Non. Ça te tente pas trop. Non. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie qui me donnerait autant d'adrénaline que les médias? Exact. Et je me suis dit, la politique, parce que j'étais approché souvent. J'ai dit, voilà la seule affaire qui peut me donner autant de challenge. Donc, on dirait qu'Éric, c'est un homme d'adrénaline. Vraiment. Les projets, on veut entamer des choses, on veut être un peu partout, on est intéressé, on est curieux. Ouais. On pourrait-tu dire que c'est la qualité un peu principale que ça prend? Moi, je suis vraiment ce qu'on appelle un vrai de vrai autodidacte. Tu sais, je vais donner un exemple. Je ne pourrais pas mieux comprendre. Je suis devenu gestionnaire, puis à un moment donné, tu sais, moi, j'étais pas très bon dans les maths quand j'étais jeune, honnêtement. En tout cas, l'algèbre. L'algèbre, là, j'ai jamais rien compris dans cette affaire-là, là. A2, B2, C2, bon. C'était trop abstrait pour moi. Oui. Puis à un moment donné, je me suis downloadé le logiciel Excel. Et Excel est devenu mon meilleur ami. Après ça, PowerPoint pour mes présentations. Et je suis devenu aujourd'hui quelqu'un de très habile avec ces logiciels-là, qui aujourd'hui encore, je me sers de ça. J'ai des tableaux. Tu fais des tableaux dynamiques? Les gens qui gravitent alentour de moi, surtout dans l'organisation politique, là, j'ai un Google Doc là, avec des tableaux, puis des calculs, puis des formules automatiques. Puis quand je la trouve pas, je vais sur Google pour trouver la formule qui va faire que quand je vais rentrer le chiffre, tous les chiffres vont se répliquer dans... Oui, c'est ça. Il y a des tutoriels aussi maintenant sur Excel. Oui, je les ai C'est un tripeux d'Excel. Ah oui? Je suis désolé, là, peut-être que c'est un peu plate pour les gens. On va changer de job. Mais c'est bon. On va faire un échange. Moi, je suis plus capable. Donc, la course à la mairie, dirais-tu que ça amène son lot d'adrénaline comme tu l'aimes? Vraiment. Oui. En fait, ce que je trouve, moi, je suis quelqu'un de pressé dans la vie. J'aime pas ça quand les affaires traînent. Et là, une course à la mairie, au municipal, au Québec, c'est un marathon interminable parce que là, tu te fais approcher, tu rencontres des gens, là, faut que tu fondes ton parti, faut que tu crées un logo, un slogan, un ci, un ça. C'est une tâche qui est titanesque et qui avance à pas de tortue. Là, on rentre dans la finalité, le sprint, et là, là, tu sais, comme l'exemple, après vous autres, j'ai un autre meeting après, là, bon. Puis là, j'en ai comme ça depuis ce matin. Mais là, on rentre vraiment dans la finalité. Tu sais, il reste, en date d'aujourd'hui, 46 jours. Oui. On les compte, là. Oui.
sais. Mais ça me dérange pas parce qu'on s'ennuie pas, là. Ben, c'est ce que j'allais dire, c'est que oui, c'est un infini de tâches, justement, c'est comme dire depuis ce matin, que on va le dire en bon québécois, t'es sur la go. Mais aller à la rencontre des gens, moi, personnellement, je vais vous donner mon opinion, je trouve ça extraordinaire. Parce qu'on apprend à rencontrer toutes sortes de personnes. On voit le derrière aussi de ce qu'on sait pas des fois quand on n'est pas en politique. Là, on apprend à le découvrir. Tu sais, c'est sûr que moi, pendant, disons, surtout pendant 30 ans, j'avais mon émission de télé, donc je recevais à peu près 400 personnes par année, des gens qui venaient dans mon studio. Fait que c'est sûr que quand j'avais des activités sociales, j'avais pas nécessairement le besoin de faire le tour puis de serrer des mains. Non. Donc, c'était pas naturel pour moi. Là, évidemment, c'est l'inverse parce qu'on est en politique. C'est un défi. Ben là, quelqu'un va dire, ouais, mais là, Monsieur Latour, la semaine passée, vous êtes pas venu me serrer la main. Là, je fais, mon Dieu, je l'ai oublié, je l'ai pas vu. Tu sais, fait qu'il faut que je développe ce réflexe-là, là, de me présenter, d'aller vers les gens. Oui, c'est vrai. Puis l'exercice du porte-à-porte, c'est quand même assez fascinant parce que on rentre dans l'intimité des gens. Puis là aussi, là, depuis un mois, je pense que je suis meilleur que v'là un mois. Puis j'ai des gens alentour de moi qui ont beaucoup d'expérience, fait que j'apprends beaucoup de ces gens-là. Mais c'est un exercice assez fascinant. Mais moi, ce qui me surprend le plus depuis que j'ai commencé cet exercice de porte-à-porte, je découvre des morceaux de la ville que j'habite pourtant depuis toujours, que je ne connaissais pas. Plus d'immigration. Oui. Beaucoup de non-natifs. Un agent d'immeuble m'avait déjà dit, un courtier immobilier, je corrige, m'avait dit au début des années 2000, je l'avais reçu à la télé, il m'avait dit, tu sais, Eric, il dit à Saint-Jean, une maison sur deux est achetée par quelqu'un qui est pas natif de Saint-Jean. Mais là, je le vois. Pas partout. Tu sais, exemple, tu t'en vas, j'ai fait une rue à Saint-Luc, là. Oui. Toc, 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 bonjour, vous êtes là depuis combien de temps? Ah, 5 ans, 10 ans, 12 ans. Ah, vous étiez où avant? Montréal. Montréal, Québec, Rivière-du-Loup. Oui, il y en a eu beaucoup durant on le est COVID. venu parce que c'était moins cher. Nous, on est militaires, on a fini notre carrière. Nous, on est venu rejoindre nos petits-enfants, sans ça, on les verra pas. J'ai fait une rue complète dans le bout des légendes à Saint-Luc. Une rue, là, 30 maisons. Aucun natif de Saint-Jean. Ah, j'ai pas Et là, de misère à croire ça. Ce qui est fascinant, c'est que là, ils me connaissent pas. Ils connaissent pas la mairesse, ils connaissent personne. Puis des fois, je me demande même s'ils savent il est où le Carrefour Richelieu. Tu comprends? C'est du monde qui vient de faire dodo à Saint-Luc, qui magasinent au 10-30, puis ils travaillent à Montréal. Je dis pas que c'est la majorité. Je dis juste qu'il y a des segments de la ville, il y a des gens qui sont plus difficiles à aller chercher parce que ils n'ont pas d'engagement ou de loyauté envers cette région-là parce qu'ils viennent d'ailleurs. Puis ils ont vraiment des habitudes de consommation, c'est des gens qui lisent pas le journal local. Tu comprends? C'est des gens débranchés. Ça, c'est très dur de dire, écoutez, à Saint-Jean, on a des enjeux, puis là, tu fais ton pitch un peu, puis tu regardes les yeux, faut ah ouais, ok, là, tu dis finalement, ils doivent pas voter. Ou s'ils votent, ça doit être un peu plus difficile, effectivement, à aller les chercher parce que c'est vraiment un phénomène qu'on a observé durant la COVID. En fait, c'est que les maisons, les maisons à Saint-Jean étaient moins dispendieuses qu'à Montréal. Et là, étant donné le télétravail, qui était, ça aussi, ça a changé. Ça a fait en sorte, c'est plus grave. J'ai plus besoin d'aller au bureau. Fait que je peux m'en aller un peu plus loin. Quand je parle d'immigration, là, il y a certaines portes où ça ne parle ni français ni anglais. Bon, ça m'a frappé à Saint-Luc la semaine dernière, des Asiatiques. Bon, là, la dame, elle nous baragouine des mots en anglais, mais c'est très, très difficile. Et là, c'est le petit garçon de 7-8 ans qui nous fait la traduction. Et là, mon candidat qui est avec moi dit, tu parles combien de langues? Oh, 3-4. C'était fascinant de voir ça, vraiment fascinant. Puis là, d'expliquer à la dame, là, il traduisait, évidemment, dans sa langue. OK. Fait qu'il y a des belles découvertes à travers, finalement. C'est une couleur de la ville que moi, je connaissais peu ou pas. Puis est-ce que t'es content de, justement, d'avoir pris cette décision-là, d'avoir abandonné un peu les médias? Aucun. Moi, j'ai aucun regret. C'est un beau défi. Honnêtement, tu sais, mon émission de télé, je l'ai fait pendant 30 ans. C'était le fun, mais je suis passé à autre chose. J'ai fait l'animation des Montgolfières pendant 30 ans. Je suis passé à autre chose. J'ai travaillé dans les médias 37 ans, dont les 10 dernières où on malheureusement, une industrie qui est en décroissance. Tu sais, moi, j'ai embauché peut-être 50 personnes dans ma vie, mais j'ai peut-être coupé une douzaine de postes dans ma vie. C'est jamais plaisant d'annoncer à quelqu'un que son job est coupé. On s'habitue pas à ça, même quand ça fait 20 ans que t'es patron, là. Fait que, tu sais, honnêtement, j'ai fait ce que j'avais à faire dans les médias et les autres occupations. J'ai 54 ans. Mes plus jeunes ont 28 ans, presque 29. J'ai un petit-fils de 14 mois. Tout le monde est en santé chez nous. Ma conjointe est semi-retraitée, quoique très, très occupée. Fait que je me dis, tu sais, puis c'est pas un jugement que je porte, mais
moi, je serai pas maire de ma ville à 80 ans, ça n'arrivera pas. Donc, si j'ai à être maire de cette ville-là, ça va être là, entre 54 et peut-être 65. Et comme t'es un gars de long terme. De toute façon, ma blonde voudrait pas. Oui, c'est Au-delà de ça, elle voudrait pas. C'est ça. Fait que tu feras pas 37 ans à la mairie. Non, vraiment pas, je vous rassure. Ben, c'est parce que là, si on regarde le parcours de carrière, c'est défi après défi. Fait que ça va être la mairie, puis après, ça sera peut-être autre chose. Et les défis, c'est pas ça qui manque. Ben, c'est ça serait quoi, justement? Ben, c'est quoi les autres intérêts d'Éric Latour, mis à part, là, la politique? Ça serait quoi, l'autre passion? Parce que là, au départ, si on revient à l'enfant, c'était la musique. Oui. C'était les instruments. Les gens savent pas ça, mais j'ai le clavier Yamaha que j'utilisais au parti de hockey des Castors Lynx. Il est encore dans mon sous-sol. Ah. C'est un orgue 2 claviers 13 pédales qui a survécu à l'inondation de 89 avec 4 pieds d'eau dans le sous-sol. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai vidé le clavier comme ça. Bon, les lumières clignotent un peu, mais il fonctionne toujours aussi bien. OK. Fait que des fois, je le rallume, mais c'est plus rare un peu. OK. Ouais. Mais ça serait quoi la suite? Si, admettons, la mairie, c'est fini, on been there, done that. J'en ai aucune idée. C'est quoi les intérêts? Sinon, les passions extérieures d'Éric Latour, c'est quoi? Ben, c'est sûr que les médias, c'est jamais très, très loin. Tu sais, moi, je dis pas que je suis dans les rares, mais dans Dominique Michel sort de ce corps. Dans mon industrie, des gens qui ont fait 37 ans en radio-télé, c'est peut-être moins de 10 ou moins de 5 %. Il y a beaucoup de gens, tu sais, la radio ou la télé, les gens font 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, puis après ça, oups, il arrive d'autres choses dans leur vie, puis ils décident de faire autre chose. Des gens qui font aussi long, c'est extrêmement rare. C'est sûr que rendu, exemple, à 54 ans, puis c'est un peu comme la personne qui dit, ben moi, j'ai jamais fait d'autre chose de ma vie. Là. Ouais. Donc, tu sais, il y aura toujours une place en quelque part pour moi en radio ou en télé, puis je m'y plairais. Mais moi, j'ai le goût d'essayer autre chose. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que, justement, qu'est-ce qui t'animerait autre chose? Mettons, est-ce que t'as une passion cachée que personne j'aimerais jouer plus au golf et être beaucoup meilleur. OK. Ça prendrait beaucoup de pratique. OK. C'est pas pire, là, mais. Ben là, on pourrait pas donner professionnel. Fait que, qu'est-ce qu'on pourrait faire après la mairie? Qu'est-ce qu'Éric Latour aimerait faire? Tu sais, c'est son côté, là. Peut-être que les gens connaissent moins, mais c'est vraiment un grand intérêt. Les projets. Moi, dans le fond, peu importe ce lien. Un projet. Un projet. Quelque chose que tu pars de zéro, là. Tu pars de zéro, là, puis tu l'amènes là. OK. Ça, tu me dirais n'importe quel projet. N'importe quoi, dans n'importe quelle branche, dans n'importe quelle sphère. Quand j'ai fondé la salle des nouvelles chez Astral en 2005, j'ai compris c'était quoi gérer le changement. Parce que quand tu es dans une organisation, je me suis aperçu que, puis là, c'est loin d'être scientifique mon affaire, si je me base sur les 40 employés que j'avais à l'époque au Québec, tu as 20 de tes employés qui font « Hey, yes, du changement, c'est le fun! Ouais. » Tu as 20 des employés qui te font à baboune puis ils veulent rien savoir. Exact. Et il y a les autres. Et c'est là où tu identifies tes leaders positifs et tes leaders négatifs. Si tes leaders positifs sont plus positifs que tes négatifs, les 60 autres vont suivre. Exact. Et c'est comme ça que je l'ai fait, moi, en montant la salle des nouvelles au Québec, puis après ça au Canada. Quand je suis arrivé à Toronto en 2008, là, à Toronto, là, tu sais, Astral, compagnie du Québec, qui achète une compagnie à Toronto, t'as pas très bien reçu. Pas très bien reçu. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais un anglais correct, là, mais à un moment donné, tu sais, je dis au gars, OK, money is no object, là, je veux dire, là, je suis désolé, mais Astral a été acheté par, tu sais, Astral a acheté ta compagnie, bon, pas le choix. À un moment donné, j'ai dit à un gars, un jeudi matin, j'ai dit, as-tu regardé ton chèque de paye? Il dit, ouais. Il dit, as-tu vu que c'est marqué Astral? Ouais. Ben, il dit, faudrait que tu t'en rappelles, là. Parce que là, la compagnie, elle a été achetée, là. Exact. Tu sais, puis, fait qu'on a réussi à le faire, mais en tout cas, ça a été extrêmement difficile. Beaucoup plus de facilité à Winnipeg, à Fredericton ou à Kelowna en Colombie-Britannique. Mais à Toronto, se faire acheter par des Franco-Québécois, je pense qu'eux l'avaient de travers un peu. Ouais. Mais on y est arrivé. Ça a pris beaucoup de diplomatie. D'ailleurs, quand j'ai fini ce mandat-là, mon conseiller de ressources humaines, François Baudry, à l'époque que j'avais connu à CKC, m'avait dit, Éric, il dit, pourquoi tu vas pas porter ton CV à l'ONU? J'ai dit, pourquoi? Ben, il dit, comme grand diplomate. Parce que cet exercice-là, humainement, j'ai beaucoup appris parce que tu respires beaucoup par le nez, hein, tu te donnes des coups de fouet dans le dos, tu te dis, OK, on va passer. Ça t'amène beaucoup de résilience, beaucoup de calme, tu prends rien de personnel parce que, comme mon patron de l'époque m'avait dit, Jacques Parisien, qui était le président d'Astral, il dit, Éric, l'important, c'est que l'objectif soit réalisé. Après ça, le reste, entre les deux, là,
on s'en fout. Tu sais, j'avais écouté un jour une conférence de Dominic Brown de Chocolat Favori. Puis ça rejoignait un peu ma pensée. Dominique disait, tu sais, lui, il était dans l'informatique ou les jeux, puis il tripait sur le chocolat, puis il a fondé sa compagnie qu'on connaît aujourd'hui. Et à un moment donné, il a grossi son affaire, est allé chercher des grosses têtes sur le conseil d'administration parce que, pas de microgestion. Deuxièmement, tu t'entoures de gens plus forts que toi pour pallier à tes propres carences. Oui. Ça, c'est mon modèle de gestion. Mais surtout, il dit, je suis négociable sur les moyens pour arriver au but, mais je suis pas négociable sur l'objectif. OK. Et en politique municipale, imagine, là, tu sais, t'as 12 conseillers, conseillères, puis des fois, ils sont pas tous dans ton équipe. Là, tu dis, regardez, gang, là, il y a un objectif. Là, après ça, quel chemin on va prendre pour y arriver? Moi, je suis négociable là-dessus. Mais l'objectif, c'est non. Comment tu gères la différence, justement? Si, admettons, il y aurait un conseiller, justement, qui est vraiment en opposition avec l'idée de où est-ce que vous allez. Les médias puis la politique, c'est très proche. Hein? Un ancien journaliste assez cassé, Robert Fortin, m'avait dit, avec sa grosse voix, il m'avait dit, tu sais, la tour. Il dit, si on n'avait pas d'égo, on ne ferait pas ce métier. Et c'est très vrai parce que tu allumes le micro, il y a des centaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Ça prend un minimum d'égo pour faire du micro, de la télé. C'est la même affaire en politique, là. Tu sais, tu mets ta face sur un poteau, comme disait Jean Lapierre. Il y a du monde qui t'aime plus. Tu te fais critiquer. Fait que, tu sais, les 12 conseillers, conseillères, c'est, pour moi, un peu comme 12 animateurs ou journalistes de radio. Okay. C'est des gens de grand talent. Des gens qui ont des bons égos, qui ont des personnalités, parfois vont être insécures, ils sont émotifs, ils ont beaucoup de personnalité, mais c'est des humains. Tu sais, c'est comme demander à un parent, est-ce que tu aimes tes 3 enfants de la même façon? Tu sais, les parents vont toujours dire, ben oui, mes enfants, je les aime tous égaux. Oui. Différemment. Mais différemment. Exact. Moi, c'est bizarre. J'ai un petit côté paternaliste. Quand j'étais patron chez Astral. Ouais, mais c'est ça dans le modèle de gestion, justement. J'étais un peu comme le papa qui s'occupait de son monde. OK. Donc, il chicanait à l'occasion. Oui, mais je m'en occupais vraiment. Je les aimais. J'aimais mes employés comme un père aime ses enfants, même les plus dérangeants, même ceux qui avaient pas de sens. Puis, là, j'ai 12 candidats dans mon équipe. Ouais. C'est la même affaire. C'est 12 humains qui ont des forces, qui ont des faiblesses. Ouais. Mais moi, je les aime tous comme s'ils étaient mes enfants, puis je les défends bec et ongle. Si la personne, un des candidats, dit un jour, moi, ce que tu fais, là, ça ne me parle pas, ça va contre mes valeurs, comment tu Je l'ai déjà vécu dans le travail. Quelqu'un qui dit, regarde, toute ta vision, c'est ça, moi, ma vision, c'est ça. Ben, on se serre la main et on passe au prochain appel. Okay. Ça peut arriver. Surtout en politique. Et surtout en politique municipale. Il n'y a pas vraiment, tu sais, il y a des partis, mais il n'y a pas de parti. C'est pas comme au fédéral provincial où, oui, il y a vraiment une ligne directrice. En fait, la ligne directrice peut changer. Mais c'est ça qui est le fun du municipal. J'enlève rien aux députés fédéral, provincial. Oui. Mais tu sais, il y a des lignes de parti. Ça veut pas dire que tu vas être ministre. Des fois, tu es obligé de voter avec le parti, même si ça te tente pas trop. Bon. Au municipal, tu sais, c'est pour ça que moi, j'ai formé une coalition. J'ai dit à mes 12, on se met d'accord sur 4 affaires. Le restant, là, on va négocier. Il y aura des votes, comme il y a tout le temps eu des votes au municipal. C'est de même depuis la nuit des temps. Ça, c'est la beauté du municipal. OK. Fait que ce qui est différent un peu du provincial et du fédéral. Ouais. OK. Ouais, parce que c'est ça, on en parlait avec un autre candidat tantôt, c'est qu'on n'est pas tellement familier avec la politique municipale qui semble quand même être assez différente justement de ce qu'on retrouve provincial et fédéral. Ouais, puis il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs qui relevaient du provincial qui aujourd'hui est un peu droppé dans la cour des villes. Prenons l'itinérance. Oui. Tu sais, l'itinérance, techniquement, c'est un problème qui relève du ministère de la Santé. Sauf que quand ça devient un problème de sécurité, là, ça tombe dans la cour des municipalités. Exact. Mais tu sais, exemple ici, à Saint-Jean, il y a 10 ans, ça n'existait plus ou pas. Là, aujourd'hui, c'est un enjeu. Fait que là, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, écoutez, c'est la faute de Québec? Ouais. Non, parce que Québec fera rien. Parce que si on attend après le gouvernement, il ne se passera jamais rien. Donc là, tu dis, regarde, c'est comme si à chaque année, on rajoute une couche. Tu sais, autrefois, les villes, ça s'occupait des rues, puis des poubelles, puis de la piscine municipale. Aujourd'hui, une ville, c'est un mini-gouvernement. OK. Puis qu'est-ce qu'Éric Latour souhaite pour Saint-Jean? Saint-Jean, c'est la plus belle ville au Québec. C'est une ville qui a beaucoup de potentiel. Mais je trouve, puis pour avoir interviewé beaucoup de maires et de mairesses dans les dernières années, je trouve qu'il y a des décisions qui auraient dû être prises il y a quelques années qui n'ont pas été prises. On a pris du retard.
On a pris du retard dans la tuyauterie. On a la pire crise du logement au Québec. La pire, là. La pire place au Québec, là, c'est ici, là. 0,4%. Même Trois-Rivières, qui étaient comme nous autres, ils ont réussi à faire pousser des logements. Puis des terrains, on en a, mais on n'a pas de tuyaux ces terrains. Donc, c'est le chien qui mord sa queue. Puis nos parcs industriels sont complètement remplis. On a perdu des centaines de millions d'investissements à Farnham, Green Bay, Cowansville. C'est des taxes qu'on n'aura pas. Puis il faut protéger l'environnement parce que des espaces verts, il en reste presque plus. Le taux de taxe a atteint un niveau, à mon avis, critique ou au-delà de l'inflation normale de la vie. Je pense que les jeunes ne supporteraient pas d'aller au-delà de ça. Donc, il y a des décisions courageuses qui vont devoir s'apprendre. C'est comme s'il y a un mur là-bas et que le monde, il le voit pas. Je veux pas être fataliste. Ce que je dis, je veux susciter de l'espoir, mais je veux dire la vérité aux gens. Et moi, c'est le pari que je fais dans cette campagne-là. OK. Je te donne une baguette magique. Tu peux changer ce que tu veux dans la ville. C'est quoi? La place du Quai. OK. Moi, petit gars de Saint-Jean, mon père était commerçant ici sur le coin de Champlain-Saint-Georges. Il réparait les airs climatisés. Puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'allais au garage à mon père, puis la fête nationale, ça se faisait en bas. En fait, toutes les belles activités de la ville, c'était la place du Quai. Parce que de toute façon, le feu d'artifice était là de toute façon. Puis au fil des ans, pour XX raisons, ça s'est un peu délabré, délaissé. On a transféré des trucs. Même la fête a été au cégep. C'est vrai. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à l'époque, la ville n'était pas fusionnée. Et que le maire de Saint-Jean de l'époque voulait que la ville d'Iberville contribue au feu, mais la ville d'Iberville ne voulait pas. Fait que le maire de Saint-Jean s'est dit, ben c'est ça, vous verrez pas le feu, on va le faire au cégep. Heureusement, la ville est fusionnée aujourd'hui, on n'a plus ces guéguerres-là. Puis heureusement, c'est revenu dans le centre-ville. Mais, tu sais, pour moi, la place du Quai, je me dis, quelle ville rêverait pas d'avoir un bord de l'eau? Nous autres, on l'a. C'est affreux. C'est affreux, là, mis à part quelqu'un qui vend des cornets puis des poutines à côté, puis c'est correct d'avoir une cantine. Tu sais, dans le temps, il y avait le tire-bouchon, il y avait... Effectivement. Moi, je verrais ça avec piétons, cyclistes, parasols, terrasses, restaurants, une salle de spectacle. Mon Dieu, tellement. On se souvient, le Nordenguer, on aurait vu tellement un beau potentiel à l'époque. C'est sûr que tout ça coûte des sous, puis il faut prioriser. Mais si tu me dis, là, on rêve, là, une baguette magique, là, j'aimerais ça, moi, voir la place du Quai, faire un wow. Tu sais, je regarde ce que Trois-Rivières a fait avec son amphithéâtre Cogeco, là, sur le bord de l'eau, là. C'est tellement beau. Tu sais, on peut pas faire exactement la même chose parce qu'on n'a pas le même espace. Mais moi, j'aimerais avoir quelque chose une signature à cette place du Quai-là. Qui différencie Saint-Jean, là. Oui. Qui fait que les gens ont envie de venir. Puis attirer des gens de l'extérieur qui disent, hey, à ce soir, on va à Saint-Jean parce que c'est wow, là. Ouais, effectivement. Mais bon. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. On va compléter avec notre unique question de l'unique podcast. Donc, mon cher Éric, je t'invite à piger une question qui peut être parfois épicée. C'est pas un biscuit chinois, là. Non, c'est pas un biscuit chinois. Quelle opinion as-tu en voyant les jeunes d'aujourd'hui? Oh! Moi, je vais vous dire, là, les jeunes, ils sont ni mieux ni pire que nous on était ou que nos parents étaient. Ils sont juste de leur génération. Tu sais, des fois, moi, j'avais des patrons plus âgés à une époque qui disaient, hey, c'est quoi ça, la semaine de 4 jours? Puis, tu sais, ce genre de débat-là. Aujourd'hui, ben, tu sais, les jeunes, ils ont des cellulaires, ils ont l'Internet, ils ont des jeux vidéo. Moi, je viens d'une époque où les téléphones avaient des roulettes, là. Ah ouais. Et des boutons par la suite, tu sais, ou pour changer les postes du câble, il y avait un fil entre moi et la TV, là. Oui. Fait que, tu sais, nos jeunes, puis tu sais, nos jeunes, ils sont élevés par qui? Ils sont élevés par nous, puis nous, on a été élevés par qui? Ben, par nos parents. Fait que tu sais, moi, quand les gens disent, les jeunes, ben non, les jeunes, ils sont juste de leur génération, comme nous, on l'a été. Ils sont ni mieux ni pire que nous. Puis c'est comme ça que moi, je vois la jeunesse. C'est sûr que comme parents ou comme grands-parents, on a des inquiétudes par rapport aux enjeux d'aujourd'hui, mais tu sais, nos parents puis nos grands-parents avaient aussi des inquiétudes à notre égard. Et pourtant, majoritairement, on n'est pas du si mauvais monde que ça. Donc, faut avoir foi en la vie et confiance à la vie. Effectivement. Quasiment l'air d'un curé, mon affaire. Hein? Ouais. Qu'est-ce que C'est les années de jeunesse. Oui, c'est mes 2 années de oui, exactement, à faire la messe du dimanche. Un infime merci, Éric, pour ta participation à l'unique podcast. Donc, comme toujours, merci Manon, merci. Et merci aux gens présents avec nous. Donc, comme à chaque épisode, pour les gens qui sont présents avec nous, en direct du Morse à Saint-Jean-sur-Richelieu, on va avoir une période de questions pour Éric. Donc, voilà. Merci.